Bonjour, bienvenue et merci d'être là très matinaux pour cette première table ronde pour laquelle j'appelle à nous rejoindre sur scène des élus, puisqu'on va parler des maires et des défis du logement qui leur sont posés. On va les appeler directement. On va les appeler directement. Voilà. Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin. Christian Dupuis, maire de Suresnes. Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil. Alors lui n'est pas maire, il est député. C'est Jean-Luc Laglaise, député de Haute-Garonne et auteur d'un rapport sur le foncier dont on va beaucoup parler. Et Sylvine Thomasin, une femme maire à notre tribune, maire de Bondy. On les applaudit déjà. Merci. Peut-être Madame la maire, au milieu. Et avant de débuter le débat, nous allons entendre le professeur Michel Mouillard qui fait l'introduction de ce premier débat. Et l'intitulé de son intervention est très prometteuse. Enfin, j'ose pas dire ça autrement. Ce sont les lendemains qui déchantent. Ça va être très joyeux, je pense. Merci. Madame la ministre, monsieur le député, messieurs, madame les maires. Donc, des lendemains qui déchantent. On va parler de construction. Alors, pour commencer à parler de construction, on va rappeler tout de même un point de départ, c'est le miracle du crédit. Le miracle du crédit, pourquoi ? Parce que les taux sont descendus très bas, les durées se sont allongées, et surtout, les taux d'apport personnel exigés par les établissements ont été réduits de manière très importante. On va dire que au cours des 10 dernières années, on est passé d'un taux d'apport personnel exigé de 24% à un taux d'apport de 14%. Alors c'est fondamental parce que cela a permis de tenir le marché de la construction, au moins si on cerne les particuliers. Pourtant, deux des facteurs qui sont des facteurs qui viennent peser sur la demande étaient toujours à l'œuvre. On peut penser tout d'abord à la hausse des prix de l'immobilier qui n'a pas ralenti. On peut penser ensuite à la remise en cause des soutiens publics, PTZ, Pinel notamment, sans oublier les aides à l'accession, les aides personnelles à l'accession. Et pour bien comprendre cela, si on prend à fin septembre les crédits accordés aux ménages, le nombre de prêts plus précisément, nous étions sur une progression comparée à l'année 2015 de 22%, mais avec un ralentissement qui s'est poursuivi et qui fait que si on regarde aujourd'hui, nous sommes en recul d'à peu près 10% sur un an. Donc nous avons un miracle, mais un miracle qui ne dure pas. Il n'était donc pas surprenant dans ces conditions que le niveau de la construction commence à s'effriter et à fléchir. D'ailleurs, un des premiers points que l'on cite, dès 2018, les ventes des constructeurs de maisons individuelles ont reculé de 11%. 10 000 unités en moins, 15 000 unités en moins, pardon, si nous n'avions pas eu ce soutien de la production bancaire, le recul aurait été 2 fois plus important. Mais ce n'est pas le seul secteur qui a été affecté. Regardons par exemple les agréments de financement du logement locatif social. Certes, dès le printemps 2017, la réforme d'Action Logement avait pesé sur la consommation. Les annonces qui ont été faites à l'automne 2017 ont renforcé le ralentissement. Et puis la mise en œuvre des décisions budgétaires en 2018 est venue amplifier le mouvement. Donc, conséquence de l'histoire, là où nous étions en 2017 à 140 000 agréments de logements, enfin en 2016, 130 000 agréments de logements locatifs sociaux, en 2018, nous en avons eu 114 000. Bon, une chute qui conduit finalement vers les niveaux qui sont les niveaux bas qu'on connaissait avant la relance qui avait été constatée à partir de l'automne 2014. Alors tout ça a une conséquence. Tout ça a une conséquence,
Si on regarde les mises en chantier, nous savons que la chute qui s'est amorcée devrait se poursuivre. Elle devrait se poursuivre, peut-être pas aussi rapidement que cela fut le cas entre 2017 et 2018, où nous étions passés de 437 000 mises en chantier à 417 000. On attend pour cette année 2019 407 000. Mais si rien ne venait infléchir les tendances actuelles, nous craignons que la descente se poursuive et à l'horizon, dirons-nous 2022, que l'on descende vers les 385-390 000 mises en chantier. Il est clair que le niveau de la construction a diminué, va continuer à diminuer. Et pour prendre un exemple, bien comprendre que le niveau de la construction lui-même ne signifie pas grand-chose, le nombre de logements construits pour 1000 ménages en 2019 n'est guère plus élevé que ce que l'on constatait au début des années 1950. Bon, mais il est clair que dans cette configuration, un acteur a tiré le bénéfice de tout cela. L'effort de l'État en faveur du logement. On l'a bien vu, le budget logement qui nous est annoncé pour 2020 ne prête pas optimisme. Je ne vous parlerai pas des aides personnelles. Je ne vous parlerai pas de cette réforme dite de la contemporanéité des aides personnelles, qui, comme le prélèvement à la source, va affecter les salariés et les retraités, mais absolument pas les revenus de la propriété de l'entreprise, absolument pas donc les revenus des professions non salariées, qui seront toujours sur le modèle du N-2. Je vous parlerai en revanche des conséquences que cela peut avoir, notamment avec la nouvelle sous-indexation des aides personnelles. On estime ainsi, et ce n'est pas moi, ce sont les documents budgétaires, qu'en 2020, l'État financera les aides personnelles à hauteur de 12 milliards d'euros. En 2017, il les finançait à hauteur de 15,4 milliards d'euros. 22% de recul. C'est beaucoup. Bon, mais peut-être cela ne signifie pas grand-chose. Donc, prenons le nombre de bénéficiaires. Or, l'hébergement. Nous étions en 2017 à 6 400 000 ménages qui bénéficiaient d'aides personnelles au logement. En 2019, nous en avions déjà perdu 800 000 à 5 600 000 et nous devrions en perdre encore 600 000 en 2020 sous le coup des réformes. Donc il est clair que le grand gagnant de cette évolution, c'est peut-être malheureusement le budget de l'État. Alors, c'est bien dommage, pourrait-on dire, puisque dans le même temps, les nuages s'accumulent au-dessus du secteur de la construction. Je ne vais pas vous parler de la hausse des prix des logements qui se poursuit. On estime par exemple qu'en 2019, les prix des appartements devraient s'élever d'à peu près 4%, un peu beaucoup plus que les revenus des ménages. En revanche, je vais attirer votre attention sur ce qui se passe au niveau des autorités monétaires. Les autorités de contrôle, que ce soit la Banque de France, la CPR, le HCSF, ne cessent d'interpeller sur le risque qui est engrangé par des établissements de crédit dont la production est trop abondante, et donc qui incite les établissements à réduire leur production. Dans le même temps, la Commission européenne est en train de terminer de transposer Bâle III et réfléchit sur la manière dont les propositions de Bâle IV seront transposées. Je résume. En gros, on estime aujourd'hui que 16% des ménages qui empruntent pour, par exemple, accéder à la propriété ont un financement bancaire qui dépasse 100% du coût de l'opération. Et on estime en plus que 22% des ménages qui empruntent pour accéder à la propriété ont un financement bancaire qui est compris entre
95 et 100% du coût de l'opération. Cela signifie que la transposition qui est en cours est une transposition qui va peser, affecter lourdement, peut-être pas la totalité, mais une grosse part de ces 38% de ménages. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est d'autant plus beaucoup que les scénarios macroéconomiques qui commencent à sortir ne sont pas aussi optimistes que ce à quoi on s'attendrait, ce à quoi on rêverait peut-être. Je cite par exemple le dernier scénario d'un grand établissement de crédit, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Certes, il est d'accord sur les affichages des scénarios macroéconomiques, une inflation qui va rester contenue, 1,1, 1,2% d'ici 2022. Mais en revanche, il estime que le taux de croissance du produit intérieur brut, dès l'année prochaine, et pour quelques années, va rester scotché autour de 0,8% par an. Ça signifie une remontée mécanique du taux de chômage. Remontée mécanique du taux de chômage qu'il estime atteindre 9,5% en 2022. Imaginez ce que cela va signifier sur la demande. Cela signifie qu'on a une demande qui va se fragiliser. Alors comprenons bien, à fin septembre, les chiffres de la construction seront publiés demain, donc je ne sais pas encore. À fin septembre, nous étions sur 438 000 permis de construire accordés. Compte tenu des annulations, 12% dans la maison individuelle, 15% dans le collectif, nous sommes en train de tangenter vers 375 000 mises en chantier. Alors, je ne vous ai pas parlé du prêt à taux zéro. Je ne vous ai pas parlé du prêt à taux zéro parce qu'il y a un grand flou. Il y a un grand flou. Certes, il y a eu un vote parlementaire qui l'a rétabli de l'avis de tous ceux que j'ai pu consulter. Mais évidemment, je pense que vous avez de meilleures informations. Personne ne sait trop comment l'histoire va se terminer entre le vote du Sénat, la seconde lecture à l'Assemblée et les amendements qui pourront être, ou les interventions gouvernementales. Donc prenons deux scénarios. Imaginons que le prêt à taux zéro soit, comme le rapport du CGEDD-IGF le rappelait, supprimé à compter de fin 2021, partout. Qu'il soit effectivement supprimé dès le 1er janvier 2020 en zone C et en zone B2. Cela signifie alors que nous descendrons 385 000, 385 000 mises en chantier en 2022. Si au niveau macroéconomique, le scénario de la Grande Banque dont je vous parlais ne se réalise pas. Si le scénario de la Grande Banque dont je vous parlais se réalisait, nous descendons vers 370 000 ou 365 000 mises en chantier. Cela signifie que le risque est aujourd'hui non négligeable. Alors me direz-vous, oui, mais le rétablissement du prêt à taux zéro, je vous dirais, vous n'avez pas tort, ça ne changera rien en 2020. Cela permettra simplement de contenir, voire de légèrement relever les ventes des constructeurs de maisons individuelles. Cela permettra d'avoir une année 2021 en mise en chantier qui gagnera une dizaine de milliers d'unités, mais si ce n'était qu'une reconduction provisoire, cela signifierait que de toute façon, dès 2022, nous retrouverons la tendance naturelle à la décroissance de la construction. Donc finissons-en. Il est clair que face à cette crise de la construction, appelons-le ainsi, la crise c'est un beau mot, face à cette crise de la construction, les territoires sont totalement inégaux. Alors il est clair que compte tenu des orientations des politiques publiques depuis le début des années 2010, les territoires des métropoles sont largement avantagés. En dehors des métropoles, l'intervention publique se fait rare et se réduit encore. Ce n'est pas le récent document du Conseil national de l'habitat, dont je crois Imo Week a rendu compte dans ses colonnes, qui changera quoi que ce soit.
En revanche, souvenons-nous, le sondage qui a été présenté, enfin plus exactement l'enquête auprès de 15 000 ménages qui a été présentée au Congrès des maires de France la semaine dernière, expliquait qu'à la question suivante, on demandait à ces 15 000 ménages si vous aviez le choix, où préféreriez-vous résider? 45% d'entre eux répondent à une commune rurale, 41% d'entre eux répondaient une ville moyenne, et le reste répondait, donc 14%, une métropole. On a l'impression quand même qu'il y a un hiatus marqué entre ce que sont les préférences des ménages d'un côté et ce que sont les orientations des politiques publiques. Et je vous rassure tout de suite, toutes les enquêtes qui ont été réalisées sur ce point-là disent à peu près la même chose. Je vous citerai simplement, parce qu'elle était réalisée en octobre, l'enquête de Qualitel qui conduisait à quelques chouilles après exactement au même résultat. Donc maintenant, on finit en disant oui, mais comme cela est rappelé notamment dans le rapport du CNH auquel je faisais référence, sur les territoires ruraux et les villes moyennes de province, toute l'attention est portée sur la rénovation énergétique du parc de logement. Soit. Le problème qui est posé depuis un certain nombre d'années est simple. Qui le finance? C'est une question un peu bête, mais essentielle. Et je vous dirais simplement, si on regarde l'évolution du nombre de prêts accordés pour financer la rénovation énergétique du parc de logement des particuliers. Or, les parcs locatifs, privés et sociaux, entre 2012 et 2019, le nombre de prêts accordés a été diminué par 3. Alors, on a peine à croire qu'en diminuant le nombre de prêts par 3, on puisse rehausser de manière significative l'effort de rénovation, dont la rénovation énergétique du parc de logement. Évidemment, on pourra toujours dire, mais le PTZ, là-dessus, voyons bien, comme d'autres auraient pu le dire, combien de divisions? Pas grand-chose. En gros, 15 fois moins de divisions que le financement bancaire classique. Voilà. Donc nous sommes sur une situation qui est une situation prospective qui finalement n'incite pas à l'optimisme. Bien sûr, comme les décideurs publics sont attentifs aux possibilités d'inflexion des décisions qui sont prises, on ne peut qu'espérer que cette prédiction soit contredite par des décisions publiques à venir. Merci. Merci Michel. Merci Michel Mouillard. Merci, même si le propos n'était guère en effet optimiste. On va quand même apprendre, là je vais appeler Sénèque pour dire qu'on va quand même apprendre à danser sous la pluie et qu'on va s'en sortir malgré les chiffres que vous avez annoncés. Dire que votre intervention, on la retrouvera sur le site d'Imo Week dès cet après-midi, comme toutes les chroniques que vous avez eu la gentillesse de nous transmettre. Et merci Michel. Ça marche? J'ai une chose à dire encore. Merci. Vous pouvez réagir sur le hashtag TLT 2019. Donc merci Michel, merci Catherine. On va peut-être lancer ces débats en vous demandant de présenter à la fois votre commune, votre territoire et les problématiques qui s'y posent, avec une exception pour vous, monsieur le député. Mais vous avez également une circonscription. On va commencer par vous, Yannick Borde. Donc, une petite présentation du territoire que vous administrez et puis des problématiques qui s'y posent. Assez rapide, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Yannick Borde, je suis d'abord président du réseau ProCivis à titre professionnel, je voulais le dire parce que ça a peut-être influé ou certains de mes propos. Je suis maire d'une commune depuis 2003, d'une commune de l'agglomération Naval, une commune de 8000 habitants, qui est une commune éligible à la loi SRU.
L'agglo de Laval, c'est 120 000, 118 000 habitants. Territoire, département moyen, 300 000 habitants. Éligible de zonage B2 et C. Éligible au dispositif cœur de ville pour la ville-centre, comme 222 autres villes. Mais dans ce tissu important du nombre de villes éligibles au cœur de ville, il y a un peu toutes les situations économiques. Et l'ouest de la France a l'avantage, le privilège, en tout cas, d'avoir une situation économique peut-être un petit peu préservée, un petit peu plus favorable, puisqu'on est sur un territoire qui, au regard des politiques du logement, peut paraître parfois détendu ou sans problématique. Or, quand vous êtes à 5,4 de taux de chômage aujourd'hui, vous avez une difficulté pour attirer les personnes. Et vous voyez poindre à chaque fois que vous avez des candidats à des emplois sur le territoire, la question du logement comme étant quasiment la première problématique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que souvent les politiques du logement nous laissent penser que ces zonages B2 et C sont des zonages, on employait le terme ou on emploie le terme détendu. Je pense que c'est un mauvais terme, moi, mais et en même temps, il y a d'autres problématiques qui se posent, et en même temps, il y a peu d'opérateurs, c'est pas nécessairement facile de monter des opérations qui sont peut-être assez dans la dentelle, donc il y a des enjeux de compatibilité avec cette dynamique économique sur le territoire de l'agglomération de Laval, mais vous prenez la Vendée, vous prenez le Maine-et-Loire, c'est exactement pareil dans l'ouest de la France ou la Bretagne, qui est parfois, et la question du logement est toujours la première problématique. Très bien, merci Yannick. Oui, monsieur le député. Donc, merci. Jean-Luc Laglaise, je suis député de la Haute-Garonne. Ma circonscription représente le quart nord-est de Toulouse, plus 22 communes, dont certaines qui sont rurales. Voilà. Et je suis toujours président de la commission aménagement et politique foncière de la métropole toulousaine. Vous dire que j'habite en plein cœur de ma circonscription, donc à la campagne, donc c'est absolument génial de se lever le matin quand j'ai le bonheur d'habiter en dehors de Paris, parce que je suis plus souvent à Paris qu'à Toulouse, de se lever le matin, de voir les collines et de voir au loin les Pyrénées. C'est génial jusqu'au moment où je prends la voiture pour me rendre à ma permanence dans Toulouse. Et là, je me dis, qu'est-ce que tu as fait de venir faire construire ici? Tu étais quand même mieux quand tu habitais dans un appartement à Toulouse, que tu avais le métro, que tu avais Vélo Toulouse, que tu avais tout ce qu'il fallait pour te déplacer et ta voiture au garage pour le week-end. Voilà. Donc, il faut faire attention quand le rêve des Français dit oui, on a envie d'une maison individuelle à la campagne. Oui, on y a envie. Ça dépend à quelle heure on vous pose la question. Si on vous pose la question alors que vous êtes dans l'embouteillage, vous avez beaucoup moins envie. Si on vous pose la question quand vous êtes chez vous, vous avez certainement beaucoup plus envie. Voilà. Donc ma circonscription est très variée, donc de la ville très intense et du rural. Et j'ai à peu près 130 000 électeurs, donc en termes d'habitants, ça fait un peu plus, sur la circonscription. Sylvine Thomassin, donc vous êtes dans une zone beaucoup plus tendue en matière de logement et qui a aussi des problèmes de transport, je crois. Sylvine, oui. Écoutez, oui, c'est donc Bondy, 54 000 habitants, nord-est de Paris, dans un territoire Est Ensemble qui en compte 420 000, de Montreuil à Pantin, de Pantin à Bondy, pour faire vite. Un département hors norme, a dit le Premier ministre en venant nous voir le 31 octobre pour présenter un plan qui pour moi était un plan de mesures spécifiques alors qu'on attend des mesures structurelles. Et comme le collègue le disait, 90% des demandes de rendez-vous au maire d'Est Ensemble, aussi bien des faubourgs que de villes plus populaires comme la mienne, concernent le logement. Un vrai problème entre l'offre et la demande et une difficulté à se faire entendre, mais on saura opposer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté. Au niveau métropolitain, un peu surprise d'ailleurs qu'on s'attaque au SCOT avant de s'attaquer au PMHH, document stratégique, document plus opérationnel. On a un peu l'impression que le diagnostic servira de visée, d'horizon, alors que c'est absolument pas ce que l'on attend, nous en tout cas à l'Est parisien. Et la problématique du logement, enfin, notamment on a eu un grand débat, un affrontement assez fort avec le préfet de région, qui voulait nous imposer des PLAI sur nos territoires. Alors les PLAI, oui, pour la reconstitution de l'offre, en rénovation urbaine, mais pas en plus. Nous, notre bataille, d'ailleurs, quelles que soient les opinions politiques, à l'Est de Paris, c'est le rééquilibrage territorial. Il faudra bien qu'on y vienne. Et puis enfin, peut-être dire qu'on ne peut pas en effet dissocier la logique de l'emploi, des mobilités et du logement pour faire des villes dans lesquelles on ait envie de vivre les uns et les autres.
Une précision sur le pourcentage de logements sociaux et le délai d'attente pour un logement social à Bondy, qui est assez conséquent, je crois. Alors, 44% de logements sociaux, 38% à l'échelle d'Est Ensemble, donc c'est quand même un territoire qui se ressemble. Minimum 5 à 6 ans d'attente, minimum. Et en effet, la question des réservataires devra se poser très rapidement. Il faut qu'on fasse un peu front commun et qu'on arrête cette logique de balkanisation.